Resituer le contexte, donc ça fait maintenant 3 ou 4 saisons qu'on on a introduit un système d'autorisation pour les joueurs qui évoluent en Belgian League. Ah ben voilà, il y a Jean-Marc aussi, donc on va recommencer, qui arrive. Salut Jean-Marc. Bonjour, bonjour, je suis désolé, j'ai des problèmes techniques. Pas de souci, Bonjour, pas de oui. souci. De toute façon, on avait pris un peu de retard avec la version néerlandophone et on n'a pas, grand monde dans la version francophone, donc ça sera une version, OK. plus en échange, j'imagine, enfin, je laisserai Sandrine prendre la parole. Donc, comme je l'expliquais, depuis qu'on a mis en place les autorisations Belgianiques pour les joueurs, de nationalité hors européenne, on a directement collaboré avec le cabinet Expatriate qui, d'une part, délivre les autorisations, mais surtout informe les clubs, sur, les démarches à suivre, pour engager des joueurs extra-européens. Donc par un webinaire qu'on tient chaque année, mais aussi par un manuel qui est mis à disposition des clubs. Ce qui est important aussi, à savoir, c'est que ce manuel est mis à jour chaque année et qu'il va bientôt être mis à disposition des clubs et pour le reste, en fait, je laisse Sandrine, prendre la parole. On a reçu quelques questions préalables et n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la présentation. Voilà, super. Merci Justine. Est-ce que vous voyez déjà la présentation Oui, ou Oui, pas? OK, super. Mais donc voilà, moi, je m'appelle Sandrine Leclé, du cabinet Expatriates. Je crois que peut-être vous ne me connaissez pas, peut-être bien. Mais donc en effet, ça fait depuis 2020 qu'on a mis en place cette, autorisation, afin de participer à la Belgian League, qu'on a mis en place le manuel. Chaque année, on gère, ce webinaire afin de fait, un petit peu instruire les clubs et les personnes qui sont mises responsables dans les clubs à mieux comprendre ce qu'il faut faire lors l'emploi au fait d'un joueur, hors européen. Ou même européen, mais maintenant on se focalise au fait uniquement sur les pays tiers. J'ai mon collègue Alexander qui est aussi dans le call, qui a donné le webinaire en néerlandais là tout de suite, donc c'est moi qui ferai la version francophone. Voilà, vu qu'on est tellement peu, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Après, si vous avez des questions par après, on peut toujours les répondre plus en détail ou on vous enverra les réponses dans les jours à suivre. Mais donc voilà, maintenant je vais juste voir où je dois cliquer pour passer au prochain slide. Parce que ça, c'est pas encore clair. Ici. Voilà. Alors, l'agenda du jour. Donc, une petite introduction qu'on vient de faire, mais dont je vais un petit peu élaborer encore tout de suite. Révision de la terminologie. On va passer aux documents d'immigration, puis au fait surtout la pratique aussi, les nouvelles sur 2023, il n'y en a pas tellement, parce qu'au fait c'est surtout les seuils salariaux qui ont augmenté, qui ont été indexés. À part ça, il n'y a pas énormément de nouveautés par rapport à l'année passée. On va parcourir un petit peu la façon dont les dossiers de demande de participation Belgian League doivent être introduits. Et puis quelques points d'attention juste pour vous aider à mettre en place un dossier pour la saison qui suit. Puis, si on a le temps, quelques questions encore. Donc, en fait, au niveau de l'introduction, ce qu'on trouvait assez important, c'est tout d'abord de vous féliciter. Vous n'êtes que deux, mais après, on a quand même remarqué une belle tendance positive dans les dernières années. Depuis 2020, à la base, on avait quand même beaucoup de dossiers qui n'étaient pas complets, on voyait que les clubs étaient vraiment en train de chercher afin de se mettre en règle. Et on remarque vraiment une évolution très positive où cette année-ci, j'avoue qu'on n'a eu aucun dossier qu'on a dû refuser, qu'on a dû remettre en question. Les dossiers étaient vraiment bien composés et on a, je crois sans aucune exception, pu octroyer les autorisations de participation à la Belgian League. Donc voilà, on a voulu mettre ça en graphique, mais bon, c'était un peu compliqué en dernière minute. Mais donc voilà, quand même, pour vous féliciter pour les efforts, voilà, les efforts faits.
En passant à la terminologie, donc important de comprendre la différence forcément entre un citoyen de l'Union et un ressortissant d'un pays tiers. L'espace Schengen, il y a la dispense ou une obligation de visa. Donc, par exemple, un Américain, un Brésilien, etc., ils vont être dispensés de l'obligation à demander un visa court séjour afin de venir en Belgique parce qu'en fait, ils sont autorisés de venir sur base de leur passeport en Belgique. Par contre, vu que l'article 8 du ROI stipule depuis l'année passée qu'on ne tolère plus de visa C en rentrant en Belgique afin de participer donc à la Belgian League, ça ne devrait pas vraiment être un point de discussion. Mais par exemple, si vous dites que dans une certaine situation de permis, la personne pourrait venir plus rapidement en Belgique et s'enregistrer et régulariser sa situation de court séjour en long séjour, on pourrait bien la tolérer, mais c'est que dans le cadre d'un long séjour. Alors, on va aussi parcourir les différents motifs de résidence parce qu'il y en a plusieurs. Et alors, évidemment, le Brexit, ça a quand même été un topic assez chaud l'année passée et l'année précédente. Cette année-ci, on n'a pas eu trop de questions. Mais donc, effectivement, chaque Anglais qui aimerait travailler, jouer ou faire des prestations professionnelles en Belgique devra se mettre en règle comme n'importe quel membre de l'Union européenne. Qu'est-ce que je dis? L'Union non européenne. Des pays tiers, voilà. Voilà, alors comme je disais là tout de suite, court séjour versus long séjour. Mais donc, dans le cas du hockey, en fait, on va toujours regarder le long séjour. Alors, le citoyen de l'Union, on part souvent du principe que pour un citoyen de l'Union, rien ne doit se passer parce que souvent, voilà, il peut aller s'inscrire à la commune, obtenir les documents qu'il a besoin. C'est sûr qu'il y a cette libre circulation. Par contre, une question qu'on reçoit très souvent, c'est qu'on nous envoie des permis de séjour, par exemple, d'un Argentin qui a un titre de séjour en Espagne et qui veut venir en Belgique. Et alors la question se pose, est-ce qu'il peut légalement travailler en Belgique? Ben, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il est très important d'ouvrir son droit de travail en Belgique afin d'obtenir ses droits de résidence en Belgique également. Donc avec son titre de séjour espagnol, il aura effectivement le droit d'être et de résider en Belgique durant une période maximum de minimum 90 jours sur une période de 180 jours. Mais après, il n'aura pas le droit ou elle n'aura pas le droit de travailler ou de gagner de l'argent. Donc ça, c'est quand même assez important à noter. Bon, c'est sûr que pour un citoyen de l'Union, une fois qu'il a son contrat de travail, il peut aller à la commune, il peut s'enregistrer, il obtient son titre de séjour qui sera valable pour 5 ans. Et donc, il n'y a rien d'autre vraiment à faire. Important à savoir, c'est qu'il faut quand même toujours avoir une pièce d'identité, etc., dans le dossier de la personne. En cas d'inspection, on peut vous demander ça. Donc, on a différents... Sandrine, j'ai une question. Parce qu'on est tombé sur le cas il y a 2 saisons, sur 2 joueuses qui étaient espagnoles, mais qui n'étaient pas inscrits, qui étaient nulle part inscrits dans aucune commune en Belgique. Est-ce que ça, on peut le faire ou est-ce qu'on peut pas le faire? Est-ce qu'automatiquement, elles doivent avoir ces joueuses, donc des Espagnols qui viennent jouer ici en Belgique, doivent-elles avoir un domicile, doivent-elles être enregistrées ou avoir un domicile en Belgique? En principe, bien. Donc, en principe, dès qu'elles vont excéder les 90 jours sur 180 jours, oui. Par contre, si elles rentrent en Espagne les week-ends, bon, je ne pense pas parce qu'elles vont jouer, mais de façon régulière et elles ne vont pas excéder ces 90 sur 180 jours, alors il n'y a pas vraiment d'obligation afin de les inscrire, surtout que c'est des Espagnols. Donc, elles ont la nationalité espagnole, elles sont membres de l'Union, donc elles ont le droit, de travailler, de gagner de l'argent.
je penserais même à un statut de grensarbeider, comment on dit ça? Travailleur De- frontalier. Oui, Ouais. merci, de frontalier, mais l'Espagne, dans ce cas, n'est pas reconnue comme pays frontalier. Mhm. Si c'était maintenant une Hollandaise ou une Française ou une Luxembourgeoise, à ce moment-là, on pourrait même l'inscrire en tant que travailleur frontalier. Donc ça devrait... Mais donc le fait qu'il fasse de temps en temps un aller-retour en Espagne, c'est suffisant que pour ne pas devoir l'inscrire Oui, en Belgique, en fait. oui. Ouais, Si c'est une ok. Espagnole, sûrement. Et bon, c'est bien important aussi d'avoir un contrat d'emploi avec la personne, etc., afin d'être en règle. C'est pas vraiment, on se focalise pas du tout sur les membres, les citoyens de l'Union, parce que c'est pas quelque chose, voilà, c'est moins compliqué. Mais c'est quand même aussi important, juste pour le club, d'avoir une copie alors du titre de séjour ou du passeport espagnol, une copie du contrat dans le dossier du personnel. Et bon, elle va faire en sorte que la personne soit rémunérée de façon comme le club le décide avec la personne. Mais donc, en principe, il y a tout à fait moyen, si la personne est espagnole, hein, pas si c'est une non-européenne qui a un titre de séjour espagnol. Ça marche pas. Oui, oui, non, ok. Voilà, voilà. Donc, ce qui est aussi possible, c'est les études, hein. Donc, une personne qui est en Belgique, voilà, et qui est enregistrée auprès d'un établissement d'enseignement organisé ou qui a été agréé ou subventionné, obtient donc un titre de séjour et tombe donc dans une situation de séjour spécifique, ce qui veut dire que, et là on parle donc d'un non-européen ou d'une non-européenne, qui alors serait dispensé d'un permis de travail pour 20 heures de travail par semaine. Mais ça, j'en parlerai tout de suite un petit peu encore. Alors, il faut bien sûr, en tant qu'Union européenne, ça c'est aussi peut-être important au niveau de si jamais vous voulez l'enregistrer à la commune, hein, les européennes, elles doivent pouvoir remettre une preuve comme quoi elles ont suffisamment de ressources financières. Donc à ce moment-là, le contrat de travail pourrait être une preuve à l'appui. Et forcément aussi ici, le regroupement familial est aussi une possibilité afin de s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment sur les Européens. Maintenant, on va passer sur les pays tiers. Donc les non-européens, eux, donc, en effet, ils ont toujours besoin d'une base légale afin de s'inscrire et d'obtenir des droits de résidence. Donc une base légale peut être un emploi en tant qu'employé ou indépendant, peut être des études, hein, comme je disais là tout de suite, qui doivent alors en effet être auprès d'un établissement d'enseignement organisé. Pourquoi je mets plus un focus là-dessus, c'est parce qu'on a déjà eu pas mal de questions au niveau, voilà, on a quelqu'un qui pourrait venir au niveau des études, mais qui va juste faire un cours de langue. Est-ce que ça peut être vu comme une étudiante? À ce moment-là, ça dépend, mais en général pas, parce qu'il faudra vraiment que la personne ait obtenu un visa et un titre de séjour sur base des études. Et alors, si c'est effectivement le cas, et que cette personne de nationalité non européenne a obtenu cette carte A, donc en tant qu'étudiante, elle peut être employée sous le statut d'étudiant 20 heures semaine durant les scolaires, enfin durant Alexandre, L'année scolaire. merci, l'année scolaire. Oui, mais non, l'année scolaire, mais après, durant les vacances, en fait, on peut l'avoir à temps plein. C'est ça la différence que je voulais faire. Donc, durant les cours, c'est ça. Durant les cours, c'est 20 heures semaine. Mais par exemple, pendant les vacances scolaires, à ce moment-là, on peut l'avoir en temps plein, par exemple. Donc ça, c'est quand même une dispense au niveau du permis de travail ou du permis unique qui est quand même encore intéressante, surtout au niveau du hockey. Donc voilà. Après, ce qu'on a aussi souvent vu cette année, c'est le regroupement familial. Donc en fait, un membre d'un pays tiers qui se met en regroupement familial avec un citoyen de l'Union. Donc souvent, par exemple, c'est deux Argentins dont l'un a obtenu entre-temps la nationalité italienne. Et alors, il va se remettre en regroupement familial. Et alors, on démarre la procédure à la commune. On obtient la carte orange. C'est une attestation d'immatriculation qui, au fait, dispense déjà dès le début la personne donc de pays tiers
afin d'obtenir ce permis de travail, vu qu'elle est en regroupement familial, et donc c'est un droit de résidence spécifique. Donc ça, on a aussi vu assez souvent, et ce qui, au fait, facilite la chose, parce que ça veut dire que, voilà, une fois qu'elle est enregistrée à la commune, et elle a effectivement obtenu ces documents comme cette carte orange, il faut, voilà, vous pouvez l'employer comme vous le voulez. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, les documents d'immigration, donc on parle toujours d'un droit d'emploi puis un droit de séjour. En conséquence, forcément, du droit d'emploi, il y a un visa qui sera octroyé. Donc, dans le cas d'un permis unique, qui est donc une combinaison d'abord dans première partie, on a l'octroi, l'autorisation de travail qui se fait par la région. Après, on a l'autorisation séjour qui se fait par le fédéral, par l'Office des étrangers. Et donc, en conséquence de ces deux parties qui ont donné leur accord au niveau de la demande, il y aura cette possibilité afin d'obtenir ce visa, le visa D, qui est un visa long séjour, auprès de l'ambassade ou du poste diplomatique dans le pays où la personne se trouve. Donc, alors, il y a visa, passeport national, ça, ils peuvent venir en Belgique. Et alors, on a aussi encore une distinction entre, comme je disais, donc on a le permis de séjour qui peut être un permis de séjour uniquement sans un droit qui précède. Mais alors, on se trouve dans une situation de séjour spécifique, comme un regroupement familial. Après, on a le permis de travail. Le permis de travail, celui-là, il sera souvent octroyé dans des cas spécifiques. Donc, je pense par exemple à une au pair. Une au pair aura un permis de travail, ou par exemple des personnes qui viennent travailler pour une courte durée, donc de moins de 3 mois. Ils auront aussi encore le permis de travail comme on le connaissait avant, cette petite carte bleue. Par contre, maintenant, on focalise surtout sur le permis combiné, donc le permis unique, qui est octroyé à travers le guichet unique, qui est une plateforme digitale qui a été mise en place au niveau fédéral et qui, voilà, en ce moment marche très bien. Et donc, ce permis combiné, comme je disais, en première partie, l'autorisation d'emploi régional. Et par après, le régional envoie son accord au fédéral et c'est le fédéral qui octroie, après l'étude, son autorisation sur le droit de séjour. Après, on a encore un autre document qui est un document, c'est la carte professionnelle. Carte professionnelle qui est octroyée à des indépendants. Donc, dans le cas où vous auriez des sportifs voilà, qui ont un statut d'indépendant, c'est une carte professionnelle qui devrait être à la base de leur activité professionnelle. Donc, je pense voilà, à un entraîneur, je pense par exemple à un analyste vidéo, j'en ai eu dans le passé aussi. Quelqu'un qui peut-être a un boulot en occupation primaire, mais qui après a une carte professionnelle en occupation secondaire, tout à fait possible. Donc ça sont un petit peu les documents dont on parle au niveau de l'immigration. Juste un petit aperçu ici du titre de séjour. Donc en ce moment, on est en transition parce qu'en fait, la carte que vous voyez au-dessus, c'est l'ancien modèle, mais qui est toujours en circulation. Après, depuis, je crois, l'année passée, environ, on a commencé à circuler les nouvelles cartes. Et en fait, ce qui est important, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc c'est important de toujours voir ici le A. Dans ce cas-ci, donc c'est à A, donc le type de séjour. Quand on voit A, c'est en général, enfin c'est toujours limité dans le temps. Ça se voit ici aussi à l'arrière, donc il est marqué, donc c'est la version néerlandophone, arbeidsmarkt, mais donc marché du travail, il est marqué limité. Donc il y a toujours moyen d'avoir limité, illimité, ou par exemple ici dans ce cas, membre de la famille, ou donc une autre spécification. Si par exemple vous avez un titre de séjour et il est marqué B, B, c'est illimité. Donc, ça veut dire qu'il ne faudra déjà plus obtenir tous les permis de travail parce que la personne a déjà octroyé a obtenu son droit de séjour illimité et n'a plus besoin d'une base, au fait, afin de continuer ses droits de résidence.
Alors, on a quelques dispenses, au fait, au niveau des ressortissants de pays tiers, au niveau des permis de travail ou du permis unique. Alors, on a les athlètes professionnels, les arbitres et les entraîneurs indépendants qui, par exemple, participent à des compétitions sportives, mais internationales. Dans le passé, on a eu quelques questions ou des mauvaises interprétations de cette dispense où on pensait qu'on pouvait effectivement dispenser ces personnes aussi longtemps qu'elles étaient à maximum 90 jours en Belgique. Par contre, ce qui se faisait, c'est qu'on mal interprétait, oui, la législation, et donc on oubliait que c'était vraiment que d'application au niveau des compétitions internationales et pas des compétitions nationales. Donc ça, c'est une petite chose. Après, on a aussi une dispense pour les voyages d'affaires. Là, j'ai bien spécifiquement noté qu'un joueur de hockey n'est pas vraiment un voyageur d'affaires. Je l'ai noté parce que dans le passé, on a eu des dossiers où certains clubs prétendaient avoir des voyageurs d'affaires. Voilà, donc un joueur de hockey n'est vraiment pas un voyageur d'affaires. Mais par exemple, si vous avez une indépendante française qui ne prend pas sa résidence en Belgique, qui continue à avoir sa résidence en France, qui est affiliée auprès des organismes français afin de payer sa sécurité sociale, enfin être en règle en tant qu'indépendant, elle, par exemple, elle pourrait bien être dispensée parce qu'à ce moment-là, elle a une activité professionnelle en France pour laquelle elle est à 100% en règle. Là, il faudrait lui faire un contrat alors avec le club où elle peut voyager ou faire plutôt commute, faire un commute où elle retourne tout le temps en France. Elle ne prend pas sa résidence en Belgique et où elle est en effet donc dispensée de ce permis unique ou de cette carte professionnelle parce qu'on peut alors le qualifier en effet sous je ne sais pas si c'est vraiment les voyages à faire, mais à ce moment-là, ce sera plutôt le principe Van der Helst. Donc, c'est une directive européenne qui permet alors les indépendants, et c'est un petit peu dans l'idée de la libre circulation des Européens. Et vu qu'alors elle a obtenu ses droits en France, elle aurait le droit donc de venir travailler en Belgique et être dispensée sur cette dispense. Donc, admettons que vous avez un jour un cas pareil, c'est une possibilité. Il n'y a qu'une personne, je crois, dans tous les dossiers qu'on a vus qui est dans ce cas. Donc voilà, et alors on a aussi, donc, comme je disais déjà, les personnes dispensées à la suite de leur situation spécifique des résidences, étant donc en général le regroupement familial, ça on voit vraiment très souvent. Une résidence permanente, c'est aussi possible, donc ça c'est cette carte B dont laquelle je parlais, ou par exemple cet emploi légal à long terme. Ce qui est aussi possible, c'est nouveau, je crois depuis l'année passée, c'est l'année recherche après l'achèvement en fait des études. Donc, quand il y a quelqu'un qui a terminé ses études en Belgique, donc un ressortissant de pays tiers, il aurait le droit de faire une demande d'un visa pour lui permettre de, pendant 1 an, chercher un travail. Donc, c'est un visa qui est octroyé à ce moment-là, un permis, au fait, un permis de résidence. Et ça permet à la personne de travailler pour n'importe qui, n'importe quand. C'est bien le but que dès la personne a trouvé son employeur, admettons, que l'employeur fasse le nécessaire afin de faire la demande du permis unique. Donc ça, c'est sûrement le but. Mais en principe, c'est aussi une possibilité et ça donne une certaine flexibilité. Donc voilà. Ce que je trouve toujours très important à noter, et c'est pur par expérience que j'aime bien mettre ça sur papier, c'est que souvent, parfois on pense que vu qu'on a des autorités, et Christophe, tu vas peut-être me comprendre là-dedans, parfois on peut se diriger envers les autorités et leur demander de nous confirmer quelque chose sur papier. Et on pense pouvoir comment dire, se repencher sur cette confirmation qui a été faite souvent, c'est une confirmation générale. Et alors, on se dit, ah oui, mais non, on a une inspection sociale. Ah oui, mais non, mais monsieur,
je vais dire Monsieur Christophe, hein, je vais vous employer comme exemple, nous a confirmé ce jour-là sur mail que, selon les paramètres qu'on a mis dans notre mail, que effectivement cette personne pouvait travailler sous ces conditions-là. Mais là, il faut être très conscient que l'inspection va toujours se faire selon la situation de fait et pas selon la situation des documents qui ont été rassemblés afin d'obtenir d'obtenir l'autorisation. Donc ça, c'est quand même super important. Et on veut quand même être vraiment, on veut vraiment oui, comment dire, vous sensibiliser à ce niveau-là. Parce que ce qu'il y a sur papier, si ce n'est pas toujours la réalité, c'est l'inspection sociale qui va toujours, oui, faire son rapport par rapport aux faits, à la situation de fait. Donc ça, c'est quand même très important. Oui, Euh, c'est fort exact, hein, parce que oui, vous avez parlé là de student. oui, J'ai eu un cas, bon, ça n'a rien à voir avec le sport, mais où on contrôle une personne et elle se revendique de student. mhm, On lui demande où elle étudie, et la personne dit ah, c'est telle formation en langue française de post-doctorat, un truc tout à fait spécialisé. mhm, Et ce qui est fort étrange, c'est que c'est une personne française qui ne parle pas d'autre langue et qui suit une formation qu'elle déclare qu'elle lui permet d'être student en langue française en Flandre. Et là, c'est fort bizarre parce que comment est-ce qu'on peut être une formation uniquement en langue française en Flandre? Il y a un doute là-dessus, donc j'ai mhm, téléphoné à la région flamande pour savoir, voilà, est-ce que telle formation est bien une formation reconnue euh, comme académique? mhm. Et ils m'ont dit, ben non, on n'a pas de formation en langue française, donc c'est un organisme qui se revendique Oui, de donner des diplômes, mais en fait, ça n'est pas du tout reconnu académiquement. Il y en a beaucoup, voilà. et même les étudiants sont induits en erreur. Donc, je suis Ouais, persuadé que la personne était de bonne foi. C'est quelque chose mhm, de fort réputé comme établissement, mais qui ne délivre rien d'académique en fait. voilà. Ouais. Et donc, par conséquence, l'occupation ne sera pas un étudiant. Mhm, Ouais. Donc, la relation de travail a dû être requalifiée. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, donc ça, on trouve ça important de sensibiliser les clubs à ce niveau-là, parce qu'on a remarqué dans le passé que les clubs, euh, on motive ça aussi, hein, que les clubs contactent les autorités, ils mettent une certaine situation sur papier, les autorités répondent en disant, voilà, effectivement, si dans ce cas-là, à ce moment-là, on peut vous confirmer qu'effectivement, il peut tomber sous la dispense un tel. Mais par après, le club n'a pas mentionné que cette personne vient pour jouer. Donc, si ça avait été mis dans le mail à la base, les autorités auraient répondu: ah non, on ne peut pas dispenser. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment sensibiliser les clubs à faire comprendre que ce n'est pas parce que les autorités mettent quelque chose sur papier que pour ça, on doit penser qu'on est vraiment protégé dans le cadre d'une inspection sociale. C'est juste pour sensibiliser. Donc, voilà. Alors, les sportifs de pays tiers donc, sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail. Donc les sportifs amateurs avec un permis de séjour, donc comme je disais, ce type B est un type qu'on voit le plus souvent. Il y a C, puis il y a le DL. Je crois qu'on parle de plus en plus maintenant de la carte L, qui est une carte qui donne possibilité au séjour durable. Sur une période de 10 ans et après renouvelable. Après, il y a la carte F, F+, HM. Je ne vais pas vous mettre en détail sur ces cartes-là. Mais en tout cas, si vous voyez ce type de carte, vous pouvez en être sûr que la personne est dispensée d'une autorisation de travail et que vous pouvez donc librement l'engager. Alors aussi, les titulaires d'une carte de séjour de type A en situation de séjour spécifique. Donc, comme on disait, la personne qui est par exemple en année d'orientation, donc après avoir obtenu le diplôme, ou par exemple le conjoint d'un titulaire de permis unique. Donc, si demain, moi je suis américaine, je viens travailler en Belgique
et mon mari veut travailler, donc j'ai le permis unique, on a le titre de séjour, et mon mari veut travailler, il a le droit de travailler auprès de n'importe quel organisme. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir, c'est que le conjoint de quelqu'un qui a ce permis unique, sauf dans le cas d'un étudiant, c'est la seule dispense qu'il y a, la seule exception qu'il y a, donc a tout le temps l'autorisation de travailler en tant qu'employé. Par contre, si elle voudrait travailler en tant qu'indépendante, donc si mon mari à ce moment-là voudrait travailler en tant qu'indépendant, là il a besoin de la carte professionnelle en tant qu'indépendant. Mais s'il veut travailler pour n'importe quel club de hockey ou n'importe quelle société, il est dispensé donc de cette autorisation de travail et il peut tout de suite commencer. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne chose. Chose qui a quand même changé parce qu'avant, ce n'était pas le cas. On devait faire des demandes de permis pour les conjoints. Alors, les athlètes rémunérés sans situation de résidence spécifique ont toujours besoin d'une autorisation de travail. Donc ça, c'est très, très important. Et alors, au fait, on se pose souvent la question, à partir de quel moment est-ce qu'on est considéré comme un sportif rémunéré? À ce moment-là, c'est que c'est au fait très simple. C'est dès qu'un paiement est effectué en contrepartie pour un travail, on est considéré comme sportif rémunéré. Donc, ça peut être un avantage en nature, n'importe quel avantage en nature, un abonnement en fitness, un logement, les vols. Donc toutes ces choses-là qui sont souvent proposées par les clubs afin de contracter au fait un joueur de pays tiers, c'est toutes des petites choses qui peuvent être qualifiées en tant qu'inspection sociale comme salaire, ce qui veut dire qu'il y a quand même des risques à ne pas obtenir cette autorisation de travail. Donc, si vous dites, voilà, oui, mais pas rémunérée, la personne n'est pas rémunérée, elle va travailler en tant que bénévole, mais par après, il y a quand même des paiements qui se font ou des avantages en nature qui se font pour cette personne, ça risque une requalification du salaire et par après, il y a quand même des gros forfaits. Donc ça, c'est quand même important à savoir aussi. Alors, au niveau de la carte professionnelle pour la région wallonne et bruxelloise, là, pour les entraîneurs, les arbitres, les joueurs indépendants, dans les sports individuels, donc là, c'est quand même important aussi de savoir que souvent, dans le cadre du hockey, vu que c'est un sport d'équipe, la carte professionnelle est plus compliquée à obtenir qu'en Flandre. C'est tout à fait le cas. C'est encore toujours possible, mais on voit quand même une certaine tendance où, comparé aux années précédentes, il y a beaucoup moins de demandes de cartes professionnelles. Mais donc, quand une carte professionnelle est demandée, par exemple en tant que la personne est entraîneur, est arbitre et encore une autre activité à côté, on pourrait parfaitement obtenir une carte professionnelle. Par contre, si c'est dans le cadre de juste le statut de joueur, la carte professionnelle ne sera pas octroyée. Donc la carte professionnelle aussi sera évaluée sur base donc, du droit de séjour, ou bien la carte professionnelle doit donner droit au droit de séjour, ou bien le droit de séjour y est déjà et la carte professionnelle en suit. Après, chaque demande va surtout au niveau bruxellois et Wallonie, les dossiers vont se regarder, enfin comment dire, se traiter de façon très individuelle. Donc en Flandre, il y a eu toute une réforme au niveau des cartes professionnelles où il y a en fait une procédure très très claire qui permet de voir déjà très fort à l'avance si oui ou non on peut donc obtenir cette carte professionnelle. En région bruxelloise et wallonne, on voit qu'en fait, par rapport au passé, ça n'a pas fort changé. Il faut juste avoir un dossier qui est crédible, un plan financier qui est sain. Et voilà, il est marqué là, carte professionnelle dure généralement entre 2 et 6 mois, donc la demande. Je dois dire que les derniers temps, au niveau bruxellois, on a des très bons retours. Je crois qu'on a obtenu des cartes professionnelles les derniers temps, je crois que c'est même pas un mois. Donc, il y a quelques mois, on a même eu des cartes professionnelles en déant les 2 semaines. Donc là, il n'y a pas trop de retard. Par contre, au niveau de la Wallonie, c'est quand même nettement plus compliqué.
Donc voilà. Alors, ça va peut-être être encore plus intéressant, c'est vraiment les points d'attention. Les nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, comme je disais là tout à l'heure. Et alors, vraiment, le dossier de demande de participation à la Belgian League. Donc ici, il y a les seuils salariaux, en fait, pour 2023. Donc, en fait, le sportif rémunéré, il est rémunéré à partir de 11 040 € bruts. Et au niveau des permis de travail, les seuils salariaux sont, comme vous voyez, très, très élevés. Et il y a quand même aussi, je disais là tout à l'heure aussi dans le webinaire néerlandais, c'est qu'on parle toujours de fair play, et c'est super important, mais malheureusement, les régions n'ont pas tenu compte de ça. Ce qui fait que dans le cas où vous engagez un sportif professionnel au niveau de 92 225 € bruts par an en Flandre et en Wallonie et à Bruxelles à 88 320 €. À ce moment-là, c'est vrai qu'il c'est pas fair play entre les régions, on est d'accord. Maintenant, je vais être honnête, je crois qu'en 3 ans de temps, on a eu, si je ne me trompe pas, 2 dossiers où les clubs ont effectivement su engager ce sportif rémunéré sous ce montant-là. Les 2 dernières années, on n'a plus vu ça. Donc, c'est vraiment une question pratique où on voit que voilà, les budgets n'y sont pas à ce niveau-là. Je crois que c'est une réalité qui est très, c'est vraiment une réalité. On a essayé, il y a 1 an, on a fait un grand lobbying avec la politique. On a vraiment essayé avec la RBH d'avoir un genre de dérogation afin de diminuer ces montants pour le hockey et pour d'autres sports également qui sont dans le même bain en fin de compte. Et ça n'a pas marché. Donc, au contraire, ça fait qu'augmenter. La Belgique, par rapport aux autres pays avoisinants, est vraiment encore, disons, OK. Je crois qu'au Royaume-Uni, on parle de même 130 000. En Hollande, on est aussi déjà passé les 100. Donc voilà. Mais après, il y a quand même, et ça, il existe pour la Flandre et pour la Wallonie, c'est ce statut d'entraîneur, coach, arbitre, ici sportif rémunéré, à 46 000 € bruts par an. Et donc là, c'est vraiment le club qui engage l'entraîneur, le coach, l'arbitre, enfin, sous cet article-là, et est capable, et ça, on a des dossiers, on a vu passer plusieurs dossiers où le club est capable donc de débourser au fait ce montant-là brut au joueur international afin d'obtenir ce permis de travail, ce permis unique au fait, sous ces modalités-là. Et c'est quand même très correct de le faire de cette façon-là s'il y a moyen. Donc voilà. Alors, les dossiers de demande de participation à la Belgian League. Donc, tout joueur de pays tiers, donc là tout à l'heure on parlait des Espagnols, mais donc pour eux, il ne faut pas faire cette demande Belgian League, c'est que pour les non-européens. Jusqu'à présent, il faut donc faire cette demande de participation à la Belgian League. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce formulaire qui est un formulaire en fait template qu'on a fait avec la RBH afin de vous donner au fait la possibilité de cocher les documents que vous nous remettez. De mentionner le nom, le numéro de FEDE du joueur ou de la joueuse et l'adresse. Et donc, de cette façon-là, on peut faire l'étude du dossier. Donc, on demande, donc, comme je disais, le formulaire de demande qui est dûment rempli et signé. Le passeport, visa, cachet d'entrée, si c'est, enfin le passeport en tout cas, s'il y a un visa de préférence, cachet d'entrée, s'il est là de préférence, comme ça on peut, voilà, on a un dossier complet. Après le permis de séjour ou une pièce jointe de la municipalité. Donc on voit souvent que parfois les personnes sont arrivées avec leurs documents tout à fait en règle, mais qu'en fait, qu'ils n'ont pas encore eu la possibilité d'aller à la commune pour s'enregistrer, pour obtenir leur annexe 15.
afin de confirmer qu'effectivement la procédure de résidence a été démarrée. À ce moment-là, vous pouvez remettre le dossier. On va évaluer si effectivement la procédure a été démarrée. À ce moment-là, on pourrait déjà octroyer l'autorisation, mais tout dépend vraiment du dossier cas par cas. Quand vous avez un permis combiné, on demande aussi de voir l'autorisation de travail, donc l'autorisation que la région remet en fait à l'employeur, parce que là, on peut voir aussi sous quel article l'autorisation d'emploi a été octroyée. Alors, au niveau de l'attestation du club, donc je l'ai mentionné aussi dans le séminaire néerlandophone, c'est que ce qu'on a vu souvent l'année passée, c'était qu'il y avait beaucoup de Working Holiday Visa. Les Working Holiday Visa, c'est très populaire. En principe, c'est OK, mais j'estime que c'est quand même important de mentionner que le Working Holiday Visa a quand même pour premier but que les personnes viennent ici pour, disons, récréation plutôt touristique, et que le travail qui suit, au fait, le Working Holiday Visa est plutôt un travail qui doit permettre aux personnes de couvrir leurs frais en Belgique. Et donc, le Working Holiday Visa, dans le cadre du hockey, est très souvent octroyé parce que la personne vient jouer au hockey en Belgique, mais en principe, ce n'est pas juste. Mais on voit que les autorités au niveau fédéral n'en font pas trop de problèmes, donc elles octroient effectivement ce Working Holiday Visa qui permet légalement aux personnes de travailler, et ce n'est pas qu'il y a des minimums au niveau de la rémunération. Donc, le Working Holiday Visa a juste pour but de... ils peuvent travailler pour couvrir leurs frais en Belgique. Donc, ça, c'est l'idée. Après, ce qui est bien, peut-être quelque chose à mettre ou à mentionner, c'est qu'on a remarqué dans le passé aussi que donc, cette attestation du club, donc concernant le type du contrat et sa durée, donc on ne demande pas de voir le contrat. En fin de compte, on n'a pas vraiment d'affaire avec ça. C'est plutôt l'attestation. On veut voir quelle est la relation entre le club et l'intéressé. Et donc, ce qu'on avait vu l'année passée, c'était qu'il y avait pas mal de clubs qui avaient ce Working Holiday Visa, et puis qui avaient mentionné dans l'attestation sur l'honneur du club que, en effet, la personne vient sur base du Working Holiday Visa, mais après, il était marqué et le club s'engage à contracter la personne en tant que sportif rémunéré. Et alors, quand je vois ça, je me dis, ouf, ça c'est dangereux. Parce que d'une part, on dit que la personne vient sous le régime du Working Holiday Visa, et d'autre part, on met légalement sur papier que la personne sera employée en tant que sportif rémunéré. Ce qui pourrait dire, je ne sais pas si ce sera le cas, mais ce qui pourrait dire que dans le cas d'une inspection sociale, l'inspecteur social pourrait dire « Ah, mais vous avez une attestation qui confirme que la personne est ici sous un statut de sportif rémunéré. Où est votre permis de travail en tant que sportif rémunéré ?» Et alors, vous allez en tant que club dire « Ah oui, mais non, mais cette personne est ici sous Working Holiday Visa. » Ça pourrait créer des questions ou un genre de contradiction. Et ça, donc, c'est peut-être juste quelque chose duquel être conscient. Donc ça, c'était ça au niveau de l'attestation du club. On peut toujours demander des informations supplémentaires si on estime que c'est nécessaire. Et alors, comme l'année passée... Sandrine, oui, je peux juste t'interrompre par rapport au Working Holiday Visa. Quel est le bon contrat qu'il faut faire avec le joueur alors? C'est un contrat d'indépendance? Quel est le... Le contrat d'indépendant est dangereux parce qu'à ce moment-là, la personne doit s'affilier auprès de la caisse pour indépendants, doit payer ses contributions sociales, etc. Enfin, c'est pas dangereux, mais ça implique beaucoup d'administration. C'est une bonne question. Je ne sais pas très bien ce que je mettrais comme descriptif, mais juste en tant qu'employé, mais pas maître sportif rémunéré. Parce qu'alors, on tombe tout de suite dans ce statut de sportif rémunéré et on pourrait vous demander ou vous régulariser sur les 92 000 € par an ou les 88 à Bruxelles. Donc en théorie, c'est l'employé. Alors, il devrait devenir employé alors. Ça, c'est le...
Oui, c'est ce que moi je ferais parce qu'en principe, vu qu'il a son Working Holiday Visa, il a le droit de travailler, ce qui veut dire que vous avez le droit de l'embaucher. Moi, je l'engagerais juste en tant qu'employé alors. Ok. Ouais. Mais j'oserais plus mettre ce sportif rémunéré parce que ça, je trouve ça dangereux. Mhm. Ouais. Ouais. Et pour Oui. des gens qui gagnent, oui, enfin, oui, parce que évidemment, il faut compter tout. Il faut compter le vol, il faut compter. Donc, Ouais. ils sont vite à des montants. Je veux dire, parce que ce qui touche au Wellington n'est pas grand-chose en cash, en fait. C'est vraiment rien. Mais si on commence à compter l'appartement et le logement et le vol, là, ça commence à devenir Ouais. plus sérieux. Ouais. C'est peut-être intéressant aussi de mentionner, parce que je ne l'ai pas mentionné quand on discutait des seuils salariaux, mais en principe, quand on veut arriver, admettons que vous voulez aller pour ce statut d'entraîneur, coach, arbitre à 46 000 brut par an, le montant de 46 000, il y a une partie de ce montant qui pourrait être couvert par des frais en avantage en nature. Par contre, c'est quelque chose qu'on va demander et mettre sur papier envers les autorités en leur demandant, parce que ça reste toujours un petit peu un flou. Je sais que c'est très important de mentionner à l'avance dans le contrat les, les, les montants. Donc, admettons que vous dites, voilà, on veut leur donner un housing, donc un montant un tel pour le logement. Je sais que le logement au niveau flamand, je ne suis pas fort au courant au niveau de Bruxelles-Wallonie, mais je peux poser la question. Je sais que là, 1/5 du montant peut être tenu compte pour arriver à ce seuil salarial de 46 000. Oui, mais Sandrine, nous, en fait, le problème, je vais couper court, mais nous, Oui. ce que reçoivent nos joueurs étrangers, on parle de la moitié de 46 000, Ah oui. et même moins que ça. C'est Ouais. vraiment si on compte vol, logement et ce qu'ils reçoivent pour donner l'entraînement, on arrive à peine à 20 000 euros. Hein. Ah ouais. Oui, donc c'est déjà pas une option pour vous. Non. Non. Oui, mais alors je crois qu'en effet, le Working Holiday Visa, ça c'est la meilleure option, mais ça vous limite naturellement au niveau des nationalités, parce que voilà, Mais nous, le problème, c'est le contrat. Enfin, nous, on est parti sur des contrats d'indépendants. Oui. Donc, Oui, mais c'est possible, hein, les contrats d'indépendance, c'est parfait, sauf que je trouve sauf qu'eux doivent faire le qu'administrativement, travail derrière, mais qu'ils ne le font pas nécessairement, en fait. Mais est-ce que c'est notre responsabilité, c'est leur responsabilité, ou est-ce que, sachant qu'ils gagnent rien du tout en cash, le truc d'employé, c'est pas trop. Est-ce que c'est c'est beaucoup pas. d'administration aussi, oui. Non, Ouais. si vous faites le système des indépendants, moi, c'est parfait. La seule chose, c'est que effectivement, ils doivent s'enregistrer auprès de la caisse d'assurance pour indépendants, ils doivent payer leurs taxes, et souvent, ils ne sont pas au courant de ça. Et admettons qu'alors, ils ne sont pas en règle. Je sais pas jusqu'où, en effet, l'inspection peut se... Moi, je pars toujours d'un principe dans le cadre d'une inspection sociale, hein. Je ne sais pas jusqu'où on pourrait se diriger vers vous en tant que le client alors. Je ne pense pas, parce que ça reste la responsabilité de l'individu. Mais je crois que moi, si j'étais moi le club, et qu'effectivement je ferais... j'ai quelqu'un en Working Holiday Visa et cette personne décide de devenir indépendant et de me facturer, moi, je ferai en sorte de vérifier que cette personne est effectivement enregistrée. C'est leur responsabilité, mais je demanderai quand même d'avoir une preuve dans mon dossier, un LOBA, un attestat ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais bon, le problème, c'est que ce qu'ils vont devoir payer comme à la caisse, c'est presque ce qui touche, ce qui touche Ouais. par trimestre. Donc, enfin, Ouais. les montants sont tellement parce qu'en fait, ce qui nous coûte, c'est l'appartement et c'est le vol. Mhm. À part ça, ils touchent des
des cacahuètes et être Ouais. indépendant pour toucher rien du tout, Ouais. enfin, ouais, Ouais, c'est la c'est ça la réalité. complexité. Ouais. Et je suis juste en train de réfléchir au niveau du Working Holiday Visa, hein, parce qu'on pourrait les employer alors. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas alors un statut qui pourrait être alors fiscalement intéressant pour eux et pour vous? Ça, je vais peut-être une fois Mais, vérifier. bon, ils sont plus qu'aux bénévoles, mais enfin, c'est pas un contrat, le contrat bénévole, le bénévole rémunéré, il n'y a Oui. pas le truc. Moi, je ne suis pas le spécialiste de la maison de tout ça, mais il n'y a pas un truc où ils peuvent gagner 6 000 € par an Euh, parce que c'est en fait, c'est sur 2 années fiscales. C'est toujours une saison sur 2 années fiscales et ils ne ouais, viennent qu'un an. ils viennent qu'un an. Oui, en effet. Ça, je vais devoir vérifier. Je vais devoir Ouais. vérifier ça. Je sais qu'il y a eu un statut à un certain moment, mais qu'il a été rayé. Donc, que c'est un statut il a été sorti de la législation. Mais ça, je vais devoir vérifier. Ouais, ouais. On va revenir sur ce sujet Ouais. d'ici les prochains jours. Mais donc, en effet, ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait, qu'on doit peut-être clarifier. Donc voilà. Donc, j'en étais. Donc, les dossiers, au niveau des dossiers, voilà, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, ne seront pas traités. Donc, dès que le dossier est complet, on le traitera. Et alors, on a 15 jours ouvrables afin d'octroyer donc l'autorisation de participation à la Belgian League. Bon, voilà, en principe, on a déjà fait des terribles progrès sur les années précédentes aussi. Il y a encore toujours des dossiers qui nous reviennent le vendredi à 4 heures pour jouer le samedi ou le dimanche. On fait toujours notre possible afin d'octroyer, mais voilà, si vous pouvez peut-être juste tenir compte du fait que, voilà, si vous pouvez l'envoyer en début de semaine, peut-être à ce moment-là, pour nous, c'est plus faisable d'octroyer l'autorisation et de vérifier le dossier. Donc voilà, une fois que l'autorisation a été donnée, nous, on envoie ça à Justine et puis le document se remet électroniquement et est en affichage dans Sportlink. Des petits points d'attention encore, application du groupement familial. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans le passé. Donc, dans le cadre d'une cohabitation légale, hein, il y a beaucoup enfin, je sais pas si c'est toujours des vraies cohabitations légales, mais donc dans le cas où ce ne serait pas, c'est quand même très important de savoir qu'il y a quand même des implications fiscales et des implications au niveau sécurité sociale. Parce qu'en fin de compte, une cohabitation légale comme ça, c'est vraiment équivalent au mariage en Belgique. Et souvent, ces étrangers ne pourraient peut-être pas savoir ça. Donc, c'est quand même important de faire cette distinction. Je sais que souvent, ils vont habiter ensemble parce qu'alors le club propose un logement et que maintenant que c'est su en effet que ce regroupement familial, c'est une possibilité, on voit beaucoup de regroupements familiales et parfois je me pose la question, est-ce que c'est maintenant vraiment des couples? Mais donc, ça a quand même des implications fiscales et des implications sécurité sociale. Donc, c'est juste pour ça que je voulais le mentionner. Je crois que j'ai déjà discuté du demande de regroupement familial. Donc, une fois qu'on fait cette demande de regroupement familial, le demandeur obtient une attestation d'immatriculation. C'est une carte orange, en fait. Ce qui est important à savoir, c'est qu'une fois que cette personne a cette carte orange, il y a un voyage restreint. Donc, elle ne peut pas sortir de la Belgique aussi longtemps qu'elle n'a pas obtenu le titre de séjour final. Donc, admettons qu'elle devrait voyager pour je ne sais quelle raison. On pourrait avoir des problèmes parce que cette attestation d'immatriculation légalement limite le voyage en dehors de la Belgique. Une fois qu'on a fait la demande, en ayant les 3 mois, donc, de la demande, on peut encore ajouter des documents afin d'avoir un dossier complet. Et une fois qu'en fait la demande a été revue par l'Office des étrangers, en général, je crois que c'est après une période de 6 à 9 mois, l'octroi de cette carte F se fait. Et donc la carte F, c'est la carte typique dans le regroupement familial.
qui permet donc en effet la dispense du permis unique ou du permis de travail. Et ce qui est aussi très important à savoir dans la demande de regroupement familial, c'est qu'il y aura quand même souvent, si pas toujours, une enquête sur la relation fictive. Donc, on l'a eu en Flandre, on l'a eu pas dans le cadre du hockey, mais dans un autre dossier. C'est que c'était un vrai couple. Mais donc, effectivement, là aussi, ils ont eu une enquête sur la relation. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus parce que les autorités se rendent compte du fait qu'il y a quand même beaucoup de fraude à ce niveau-là. Donc, soyez quand même conscients que quand vous faites cette demande de regroupement familial, que les personnes en question savent qu'il y a aussi cette enquête sur cette relation fictive. Et qu'est-ce que cette enquête contient? En fin de compte, c'est, voilà, il faut remettre des preuves comme quoi on est un couple, des photos, des statuts sur Facebook, des coups de fil, des WhatsApp, tout ça, on met alors dans des documents. Et c'est remis aux autorités donc, pour donc cette étude. Est-ce qu'il y a encore des petits points dont je n'ai pas parlé? Le permis unique, oui, important. Donc, une fois qu'on a le permis unique ou la carte professionnelle, il faut savoir que, surtout dans le cas d'un permis unique, les activités sont quand même limitées aux activités figurant sur ce permis. Donc, admettons que vous avez un sponsor, par exemple, qui engage la personne dans sa société. Il obtient le permis de travail pour personne hautement qualifiée. Et la personne dit, ah oui, mais moi, voilà, comme hobby, moi, je joue au hockey. J'aimerais bien jouer en première parce que je joue bien au hockey. À ce moment-là, c'est hyper important de savoir que cette personne a le droit de résider en Belgique, a le droit de travailler en Belgique, mais a que le droit de travailler légalement pour la partie, donc l'employeur qui a obtenu ce permis de travail. Donc, il ne peut absolument pas rémunérer cette personne alors, parce qu'elle n'a pas le droit de travailler pour vous. Elle a uniquement le droit d'être rémunérée par son employeur direct. Donc, ça, c'est très important. Tout à l'heure, dans le webinaire néerlandophone, on avait quelqu'un qui pensait qu'une fois le permis de travail ou le permis unique octroyé, que la personne pouvait travailler partout. Donc, ça, ce n'est pas du tout le cas. Oui, alors les joueurs, entraîneurs et bénévoles non belges doivent toujours remettre un document de séjour. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même très important dans votre dossier de garder et de demander ce document de séjour. C'est une obligation, une obligation légale aussi. Après, résidence longue durée obtenue. Oui, donc admettons qu'on a une Espagnole qui travaille depuis des siècles Non, qu'est-ce que je dis? Une Argentine qui travaille... Non, c'est pas ce que je dis. C'est parce que je parle depuis trop longtemps. Une Anglaise, c'est ça. La carte M, c'est le Brexit. Donc, une Anglaise, admettons une Anglaise travaille depuis des siècles en Espagne et a obtenu une carte M en Espagne. La carte M, c'est la carte donc, qui a été octroyée aux membres, aux Anglais, qui était d'application dans le traité de le Terugtrekkingsakkoord, help, l'accord de retrait, c'est ça, l'accord de retrait. Cette personne-là n'a pas le droit de travailler en Belgique. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a été octroyée les droits suite à l'accord de retrait en Espagne que pour ça, elle aura le droit de travailler en Belgique. Donc, ça, c'est aussi une petite nuance qui est quand même importante à savoir. Alors, comme je disais, un visa ne dispense jamais d'un permis de travail, sauf dans le cas d'un Working Holiday Visa, ça, on en a discuté. Et alors, ah oui, ça, on a aussi eu je redonne l'exemple de l'Argentine. L'Argentine qui a fait sa demande de nationalité italienne, et la demande de nationalité est encore en cours. À ce moment-là, on ne peut pas dispenser. Donc, à ce moment-là, elle aura toujours besoin
de faire sa demande de participation à la Belgique, parce qu'aussi longtemps que le nouveau passeport européen n'a pas été octroyé, donc elle ne l'a pas en main, elle ne pourra jamais aller s'enregistrer auprès des autorités ou de la municipalité afin d'obtenir son statut d'européenne. Donc, c'est seulement à partir du moment que la personne a son passeport en main européen qu'elle peut être dispensée. Ça, c'était aussi une question qui est revenue quelquefois, c'est pour ça que je l'avais mise dans les points d'attention divers. Alors, peut-être juste pour terminer, un petit aperçu des plateformes digitales gouvernementales. Donc, le gouvernement fédéral a travaillé quand même depuis de longues années au guichet unique, qui est donc une plateforme qui permet d'octroyer les permis uniques. C'est une plateforme qui a pour but de rassembler les autorités, enfin différentes parties des autorités, donc les autorités de sécurité sociale, les autorités fédérales, les autorités régionales. Et donc, en ce moment, cette plateforme marche très bien. C'est sûr qu'elle va encore évoluer. On espère même à un certain moment qu'on va pouvoir faire la demande et qu'automatiquement, avec tout ce qui est artificial intelligence, on va pouvoir obtenir le permis directement. Maintenant, on a des procédures d'attente de 3-4 mois avant qu'on puisse obtenir un permis unique. Donc, ça, c'est quand même aussi important à noter. Quand vous faites des demandes, tenez en compte que les procédures peuvent durer jusqu'à 3-4 mois avant d'obtenir le permis. Et alors, on a le guichet d'emploi qui est en fait spécifiquement et seulement pour la Flandre. Je vois qu'il y a quelque chose qui manque ici. Et ça, c'est pour les cartes professionnelles. Donc, c'est pas vraiment d'application pour la région bruxelloise ou la région wallonne. Et alors, ce qui est peut-être aussi important à savoir, c'est que le gouvernement est en train de travailler à ce only once, le principe only once, donc le principe unique, où au fait, dans le futur, dès qu'ils auront obtenu un document une fois, ils ne vont plus le redemander. Enfin, c'est l'idée. Maintenant, c'est vrai qu'on doit remettre des documents plusieurs fois, on doit encore les uploader, etc. Et donc, le but est vraiment voilà, que tout se simplifie et que la personne, l'intéressée, ne doive plus remettre 3 fois le même document parce qu'il est plus valable ou parce que donc ça, c'est un peu l'idée de ces plateformes et du guichet unique. Donc voilà, ça c'était la présentation. J'ai aucune idée de l'heure. J'espère que je suis restée dans les temps. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui, moi j'en ai une spécifique. En fait, j'ai reçu la demande d'un club anglais que je connais bien parce que j'ai joué là. Mais il y a en fait une joueuse qui doit avoir, je ne la connais pas en fait, qui a 22-23 ans, qui veut venir jouer en Belgique et qui potentiellement pourrait avoir le niveau de jouer dans l'équipe première du Wellington. Qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce que, bon, moi j'ai compris du Berscott qui m'a dit que c'est vraiment très compliqué de régulariser en anglais. Ouais. Et donc, est-ce que la seule chose qu'elle va nous demander, c'est de pouvoir, c'est un peu une espèce d'étudiante encore qui vient de terminer ses études, de pouvoir donner un peu d'entraînement et de gagner 10-15 euros de l'heure, c'est tout ce qu'elle va me demander. Qu'est-ce qu'il faut faire pour elle? Il faut faire tout le processus et si le processus est trop compliqué, je peux lui dire qu'elle peut jouer en Dame 2 et donner des entraînements ou même ça, c'est pas possible parce que légalement, je peux pas la payer du tout. Non, donc c'est très compliqué. Hein. Donc c'est vraiment, elle est vraiment vue comme une non-européenne. Et donc, si vous voulez la rémunérer d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir obtenir ou bien une carte professionnelle pour elle pour qu'elle puisse effectivement être reconnue comme coach, arbitre ou entraîneuse, et, ou bien lui faire la demande d'un permis unique. Oui. Okay. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, sauf si dans le passé,
Non, et même encore, c'est trop tard. J'allais dire, si dans le passé, elle aurait travaillé en Belgique ou quoi que ce soit comme lien Non, avec la non, Belgique, non. mais la transition est déjà passée. Donc, il faudra en effet passer par les procédures. Ouais. Ouais. Ok. Le Working Holiday Visa n'est pas une option non plus parce que Non. ça marche pas avec l'Angleterre. Non, non. Non. Alexander, jij denkt ook niet. Tu penses pas hein, à d'autres options? Non, pas directement, non. Parce que si j'ai bien compris, elle cherche juste à venir passer un an en Belgique Ouais. et s'amuser un peu Ouais. et prendre un peu d'expérience de tous les côtés. Elle joue au hockey, mais c'est pas sa première raison de venir en Belgique. C'est une combinaison de choses en fait. Par contre, si elle trouve un employeur qui veut l'engager et qui lui fait son permis, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de problème. Et alors, elle peut faire ce qu'elle veut faire. Ou si elle pourrait mettre en place une activité en tant qu'indépendante et faire une demande de carte professionnelle et facturer le club. Ça, elle pourrait faire. Par contre, est-ce qu'elle a un diplôme? Je sais pas, je la connais pas en fait. C'est le club qui m'a demandé pour la fille en fait. Voilà, je ne connais Parce que pas. ça, c'est important. Hein. Hein? En Flandre, les personnes sont dispensées de remettre un diplôme, mais en région bruxelloise et en région wallonne, il faut encore toujours remettre le diplôme. Donc, si elle n'a pas de diplôme, même la carte professionnelle n'est pas une option. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ça serait compliqué, je crains. Oui, mais j'essaye pas de l'avoir à tout prix. C'est eux qui me demandent, Oui, voilà, est-ce c'est qu'il y a sûr. possibilité de venir jouer en Belgique? Ouais. Et donc, ouais. Ouais. Ok. Non, parce que même mais l'autorisation belgénique doit se faire même en division en division d'honneur, mais même en Dame 3, façon de parler. Hein, Justine? Non, parce que les dames 2 ne jouent pas en Belgian League, en fait, Sandrine. Ah, d'accord, ok, ouais. ça je savais pas. Donc Ok. là, il n'y a pas Oui, besoin mais d'autorisation Belgian League, mais ça n'empêche que légalement, ça n'empêche que vous je peux pas la pouvez pas rémunérer en fait. Oui, c'est ça, que vous ne savez pas la rémunérer. Donc, Et même en tant que, même en tant que bénévole, en fiche bénévole, parce que je me rappelle il y a 3 ans quand on a eu des problèmes avec nos Sud-Africaines et on voulait absolument pas qu'elles reviennent. En fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient en fait légalement, qu'elles étaient légales et qu'on les rémunérait légalement parce qu'elles avaient droit à être rémunérées en tant que bénévole. Et donc, une fois de plus, je crois qu'elle recevait 4 000 € sur la saison. Et en fait, sur 2 années fiscales, ça fonctionnait très bien. Donc, je me demande, est-ce que et on nous avait même expliqué qu'un réfugié qui était ici en attente de papier et tout ça, pouvait être rémunéré en en tant que effet, bénévole. c'est vrai que je pense que le défraiement bénévole est possible pour même des gens qui n'ont pas la nationalité européenne. La seule chose que je confirme, Ouais. que j'aviserais à ce moment-là, c'est de passer à la commune et aller faire une demande d'annexe 3, une déclaration d'arrivée. Oui, Parce et ce qu'il qu'elle faut n'a pas faire attention quand même, Jean-Marc, c'est que si vous l'hébergez, finalement, elle sera déjà au-dessus des plafonds des défraiements bénévoles. Oui, mais ça, c'est encore une autre question. Et c'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce qu'on va faire. Et je cherche pas à l'engager à tout prix. C'est Ah pas non, ça. non, non, nous on cherche à trouver des solutions avec toi. Mais si je l'héberge chez moi, si j'ai une chambre chez moi, et c'est considéré, on considère ça comment? Et il y a par exemple 2 appartements au Wellington. Si on la loge là, est-ce qu'il faut considérer ça comme un Oui, à mon avis bénéfice? bien. Oui. Il faut le considérer Ouais. comme un bénéfice. Oui. Comme un C'est avantage. un avantage en nature. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Donc, elle va de toute façon, oui, de toute façon, une chambre, ça coûte plus, ça coûte 600-700 € par mois. Donc, elle va de toute façon passer au-dessus du seuil Ouais. de. Ouais. Ok. Mhm. Oui, je crois que ce serait assez compliqué. Si vous le faites, et j'irai de toute façon à la commune pour faire cette déclaration d'arrivée, parce qu'à ce moment-là, dès que la personne est au fait
possession d'un document de séjour, à ce moment-là, elle peut être vue comme bénévole en Belgique. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que ce n'est pas autorisé. Mais donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas rester pour plus de 90 jours sur 180 jours en Belgique. Et donc, elle devrait souvent retourner, ce qui n'est à mon avis pas un problème. Mais après, je ne sais pas si... Donc, cet article 8 du ROI, Justine, ce n'est pas d'application alors pour les dames de... Non, je n'entends pas. Tu es en mute. Justine, tu es en mute. Pardon. Ouais. Donc, je disais en effet que c'est que pour les joueurs de Belgian League et une équipe en club ne peut avoir qu'une équipe en Belgian League. Donc, une équipe 2 est de facto dans un autre championnat que la Belgian League. Ah, d'accord. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres Voilà. questions? Voilà. Justine, j'ai encore juste une petite question, mais par rapport à tout à fait autre chose, mais peut-être laisser aller les autres gens. Je ne sais pas si tu as encore 30 secondes après. Oui, bien sûr. Oui. Pas de souci. Ah, Christophe a une question. Oui, est-ce Ah, que dans quelle mesure la législation sur les jeunes au pair pourrait s'appliquer à un jeune anglais comme ça qui viendrait apprendre le français en Belgique? Qu'est-ce qu'il pourrait faire à côté de son apprentissage du français à titre sportif? Au niveau au pair, si cette personne a envie de jouer, je dirais qu'elle pourrait jouer. Ça, je ne sais pas si elle peut être rémunérée à ce niveau-là. Parce que les règles au niveau de l'au pair sont très, très claires. Mais si après, il y a une au pair ou un au pair en Belgique et cette personne décide de jouer, n'est pas rémunérée, je ne vois pas vraiment le problème. Non, moi non plus. Je Non, pense hein? que elle peut s'engager dans des activités sportives. Sans être rémunérée, mais après Oui. la question se pose, est-ce qu'effectivement elle n'est pas rémunérée? Mais ça, c'est Oui. nouveau aux inspections sociales à ce moment-là, en cas Voilà. de contrôle, de vérifier. Mais pour nous, si on avait maintenant un dossier qui rentrait au niveau Belgian League avec un permis de travail en tant qu'au pair et un titre de séjour, et une attestation qui confirme que la personne n'est pas rémunérée, en aucun cas, et qui joue pour son loisir, je ne vois pas de problème d'octroyer cette participation à la Belgian League. La personne doit quand même avoir une attestation, si je vois, d'apprendre la langue du pays d'accueil de manière intensive. Oui, c'est Ouais. ça. On a Oui. déjà eu d'ailleurs Sandrine dans le dossier sur cette base. Il me semble, il y a Je suis pas quelques sûre. années. Moi, je me souviens pas de ça. Oui, je me souviens pas de ça. Ouais. Pas Il y a plus que déjà au 4 heures moins par au tout jour début. à des tâches ménagères, d'assistance de la famille qui héberge la joueuse. Tout à fait, oui. Oui, il aussi doit signer une attestation qu'il ne prend pas un autre engagement Oui. professionnel pendant leur Juste, activité oui. comme au pair. Donc, c'est Juste, ça, complètement ça. contradictoire Mm. aux activités comme au pair pour prendre une autre activité rémunérée. Oui, ça doit être vraiment une pratique de hockey accessoire au fait qu'elle soit au pair. Oui. C'est vrai que c'est un statut qu'on n'a pas vraiment discuté de ça. Mais après, je ne sais pas si je le motiverais non plus. Non, je pense pas. Non. Très bien. En tout cas, Sandrine, Alexander, c'était super intéressant. Oui. Mais merci. Je suis contente que ça s'est passé et qu'on a quand même eu 2 interlocuteurs ici. Voilà, on partagera aux autres clubs qui, je suis Merci, sûre, l'écouteront a posteriori. Merci en tout cas. Oui, merci. Christophe, je Merci pose beaucoup. une question. Oui, Par rapport à votre fonction au gouvernement, parce que ça m'intrigue.